Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e édition du Grand Paris circulaire, un moment fort pour l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, rendez-vous incontournable pour les acteurs du territoire. Cette année, le Grand Paris circulaire prend une forme innovante avec une semaine de débats mixant le digital et le présentiel. Vous pourrez ainsi assister à des séquences en ligne, des reportages, des conférences et des témoignages en direct qui vont couvrir l'ensemble du territoire de la métropole. Et cette année, grande première, le Grand Paris circulaire s'ouvre à l'international. Il sera ainsi disponible en version anglaise pour que tout acteur, actuel ou potentiel, en France ou à l'étranger, puisse lancer ou développer des projets sur le territoire de la métropole. Alors, parmi les moments phares de cette édition, des ateliers participatifs, des témoignages sur les territoires en transition, sur l'alimentation durable, sur le bâtiment, sur la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, la loi AGEC, mais aussi des conférences sur le textile, la restauration collective, l'aménagement du territoire, un séminaire aussi de la chaire de recherche économie circulaire et métabolisme urbain. Un beau programme vous attend. Et pour démarrer ce Grand Paris circulaire, je suis avec Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison. Il est avec nous à distance et je suis également avec vous, Xavier Lemoine. Bonjour, vous êtes vice-président délégué à l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative de la métropole du Grand Paris. Vous êtes aussi maire de Montfermeil. Bonjour et bienvenue, Xavier. Et je me tourne tout de suite vers vous, Patrick Ollier, pour commencer avec une question toute simple. La métropole travaille depuis sa création en 2016 sur ces thématiques d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire, plateforme collaborative, chaire de recherche, atlas métropolitain. Alors il y a de nombreuses actions qui ont été menées. Dites-nous maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Bien, vous venez de dire l'essentiel de ces actions, je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est la 5e édition du Grand Paris circulaire et je suis heureux devant l'ensemble des acteurs qui sont là, que ce soit des élus locaux, que ce soit des maires, que ce soit des présidents de territoire, que ce soit des responsables d'entreprises notamment, de tous les partenaires des milieux économiques et sociaux, de lancer ce Grand Paris circulaire parce que l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, pour la métropole du Grand Paris, c'est deux domaines pour inscrire la métropole du Grand Paris dans une transition écologique inclusive. Et c'est très important pour nous de se lancer dans ces opérations, c'est-à-dire de tirer sur le fil, parce que c'est un fil qui est fragile. Car c'est très compliqué d'expliquer à l'ensemble des partenaires, alors ceux qui sont là, bien sûr, sont convaincus, mais c'est tous les autres qu'il faut convaincre de l'utilité de ce principe d'action de l'économie circulaire, sociale et solidaire. Et lorsqu'on a compris, tout va bien. Le problème, c'est de le faire comprendre. Et quand on va l'autre jour inaugurer une grande usine de tri sélectif à Nanterre, eh bien, on s'est posé la question de l'économie circulaire. Comment on pouvait récupérer les plastiques pour pouvoir les transformer, etc. Et à chaque moment de la vie, dans tous les jours, un maire peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce que l'on récolte, de ce que l'on trouve ou de ce que l'on récupère. Voilà, ce principe est un principe qui est très moral, je cherche le mot pour bien faire comprendre son importance, c'est très moral et c'est très vertueux. Et à partir de là, nous avons lancé, vous l'avez dit, un certain nombre de programmes, je ne vais pas revenir dans les détails, qui ont été engagés grâce à Xavier Lemoine, le vice-président de la métropole délégué à l'économie circulaire, sociale et solidaire, qui est le maire de Montfermeil, que je tiens à remercier, parce qu'il avait un travail tout à fait remarquable depuis la première édition, nous en sommes à la 5e, avec toutes les équipes qui l'entourent à la métropole, qui ne sont pas très nombreuses, parce qu'on n'a pas beaucoup d'agents, mais qui ont fait un travail construit, avec des perspectives d'avenir qui sont sérieuses, et des décisions qui ont déjà été prises, et je pense que Xavier aura à cœur de développer tout à l'heure l'ensemble des initiatives prises, ce n'est pas à moi de le faire. Mais je tiens à les remercier sincèrement pour ce travail qui est, je répète, vertueux. Je le répète encore, vertueux. Le problème, c'est de faire prendre conscience qu'il est vertueux à l'ensemble des acteurs qui ne sont pas dans la salle aujourd'hui. C'est ça le problème. Comment on peut faire de la communication, comment on peut expliquer l'intérêt de ces solutions que l'on veut adapter et surtout faire comprendre à ceux qui sont à la recherche d'activités que dans le cas de l'économie circulaire, sociale et solidaire, l'on peut créer des activités à vocation économique rentables.
On peut créer de nouveaux métiers qui permettent effectivement de s'inscrire dans cette transformabilité de tout ce qui est utilisé pour qu'on les retrouve ensuite dans la chaîne de consommation à d'autres usages et d'une manière tout à fait régulière. Donc c'est un intérêt économique majeur. Et quand on se rend compte que ceci peut être productif au point de vue économique, il n'y a plus de problème parce que là, toujours, on a des gens qui sont intéressés, des investisseurs qui veulent investir et ça commence à se faire et j'en suis très heureux. Donc nous sommes dans un démarrage positif de notre politique d'économie circulaire, sociale et solidaire. Un long parcours a été réalisé et maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Alors je répète, le président Lemoine va rentrer dans les détails de tout ce qu'on a fait parce que dans une interview introductive, ce n'est pas mon rôle de faire le travail à sa place car c'est très long et ça doit être très précis. Mais aujourd'hui, cette 5e édition a une vocation extrêmement importante. Elle va permettre de définir la première stratégie de la métropole du Grand Paris. C'est-à-dire qu'après ces années, nous avons travaillé dans des recherches différentes, avec des études sur des sujets différents. On est prêt maintenant à mettre en place une stratégie métropolitaine. Et cette stratégie métropolitaine va se construire autour de ces entretiens du Grand Paris circulaire et vont faire l'objet de décisions qui vont être prises dans les prochains conseils métropolitains. Et y compris d'ailleurs dans le vote du budget métropolitain pour 2022, dans lequel on va préserver une part importante pour l'économie circulaire. Donc j'attends beaucoup de cette journée, car j'attends beaucoup de propositions concrètes, parce que mettre en place une stratégie, c'est bien, nous on est capable de le faire, mais c'est mieux de le faire en partenariat avec les acteurs qui sont là. Et j'attends de ces acteurs qu'ils puissent nous proposer des initiatives venant de quelle que soit leur activité, que ce soit des élus, des entreprises, des start-up, etc., etc. Mais j'attends un retour de propositions pour qu'on fasse un tri. Et pour qu'on puisse faire un tri, il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc je souhaite qu'elles soient nombreuses. Pour qu'on puisse effectivement retenir les plus intéressantes d'entre elles, pour les faire entrer dans cette stratégie que l'on va mettre en place et qu'on annoncera lors d'un prochain conseil métropolitain. Et Xavier Lemoine veillera à indiquer la date de tout ceci. Merci beaucoup Patrick Ollier pour ces éléments d'éclairage sur la future stratégie métropolitaine d'économie circulaire et solidaire. Merci, je n'ai pas dévoilé quoi que ce soit parce que ce n'est pas fait, il faut le faire justement. Et maintenant, chacune et chacun d'entre vous au travail. Merci. Merci Patrick Ollier pour ces éléments d'information sur cette future stratégie à mettre en place. Alors Xavier Lemoine, en tant que vice-président délégué à l'économie circulaire, l'économie sociale solidaire et l'économie collaborative à la métropole, vous portez depuis toujours cette conviction qu'il faut concilier les deux, d'un côté l'économie circulaire et puis de l'autre côté l'économie sociale et solidaire. Cette stratégie que vous allez construire et dont Patrick Ollier vient de nous parler, c'est dans ce sens, elle porte ça. C'est un enjeu important pour vous, expliquez-nous. C'est non seulement un enjeu très important, mais vous avez utilisé, Émilie, le terme concilier. C'est plus que concilier, c'est réunir les deux. Elles nous semblent extrêmement complémentaires et elles vivaient un petit peu chacune de leur côté jusqu'avant et on a décidé effectivement véritablement de les réunir. C'est plus qu'une conciliation. Ça fait 6 ans effectivement que la métropole travaille sur l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Donc il y a eu un moment d'appropriation, de mobilisation des villes, des territoires. Le président Patrick Ollier donc m'a demandé de formaliser, de clarifier notre action à travers une définition d'une stratégie métropolitaine claire, ambitieuse, lisible, au service du développement d'une économie circulaire et solidaire. Voilà, on associe bien les deux termes. Et donc la première brique, je la présente aujourd'hui, à savoir la proposition d'un cadre partagé fixant objectifs, valeurs, mission, objectifs, valeurs, mission pour la métropole. Voilà, la première stratégie métropolitaine de l'économie circulaire et solidaire portera sur le développement de nouveaux modèles économiques pour mettre en place les conditions de relocalisation d'activités, c'est hélas à la mode, de saisir les opportunités de nouvelles activités à haut potentiel d'emploi. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'en dire davantage. Elle aura vocation à promouvoir des activités porteuses de sens important. C'est vraiment ce qui fait la richesse de cette démarche, qui limite bien sûr la consommation de ressources et crée du lien entre les acteurs. Elle visera à promouvoir donc les différents aspects de l'économie circulaire tout en favorisant de nouveaux modèles de gouvernance. Notre ambition est donc de continuer à ancrer l'évolution de la métropole dans une consommation de ressources sobre, tout en étant inclusive et au service de tous les acteurs du territoire que nous rassemblons pendant ces 4 jours pour justement
construire ensemble cette stratégie. Donc là, c'est le cadre, vraiment les grands enjeux. Si on en vient un petit peu plus dans le détail, quels sont pour la métropole les objectifs auxquels devra répondre cette future stratégie? Alors, ils sont de 4 ordres. Créer de la valeur économique et sociale sur les territoires, réduire la consommation de ressources, favoriser la coopération entre les acteurs et conduire à des innovations responsables et partagées. Ceci a été mené pendant ces 5-6 dernières années de manière un peu éparse. Et donc là, maintenant, il s'agit de relier et d'embarquer beaucoup plus de monde pour que ce soit vraiment le soubassement de l'ensemble des activités de notre métropole. Voilà, donc ce sera au service du rééquilibrage de la métropole, de sa transition écologique, et puis ceci contribuera à renforcer l'attractivité de notre métropole, des territoires, et en soutenant l'ancrage des territoires. Pour être quelqu'un, il faut être de quelque part, et donc c'est important. Oui, j'imagine que ça va donner aussi de la lisibilité, hein. Vous dites c'est pour la métropole et pour ses territoires. Oui. Alors, le président Patrick Ollier a indiqué que cette stratégie devait se construire justement avec tous les acteurs du territoire. Mais alors, comment ça se passe? Comment ça se traduit? Comment ça se déroule, cette démarche de co-construction? Alors, tous les acteurs, quels sont-ils? Entreprises privées, entreprises publiques, syndicats, grandes agences, le monde des institutions en général, les syndicats, les associations. Bon, bien sûr, les communes, les territoires, cela va de soi. Et donc, c'est déjà dans cet écosystème que nous nous mobilisons depuis 6 ans. Et donc là, nous avons été rechercher dans tous les territoires ce qui se faisait de mieux en économie circulaire, en économie sociale et solidaire, pour pouvoir d'abord le faire savoir, refaire du lien entre les acteurs et que nous puissions collectivement donc définir cette stratégie. Voilà, parce qu'on ne peut pas agir seul. Et que cette tentation de vouloir agir seul, c'est le plus sûr moyen de ne rien faire. Et que c'est en emmenant, et la métropole à la bonne échelle, pour pouvoir emmener l'ensemble de ses partenaires sur des choses extrêmement concrètes, précises, réplicables, duplicables sur nos territoires, sur la métropole, mais même bien au-delà. Voilà. C'est une façon d'entendre tous les besoins, toutes les attentes des uns et des autres et de pouvoir concilier tout ça. Il y a un foisonnement d'initiatives, d'idées, de réalisations qui sont à des échelles souvent petites, mais qui sont extrêmement porteurs de sens et qui peuvent être facilement duplicables. Et donc c'est ce rôle de facilitateur que la métropole se doit d'avoir, et ensuite d'organisation générale d'une stratégie, mais ça se co-construit avec l'ensemble des acteurs au quotidien de cela. On voit les mots-clés qui sortent, la co-construction, l'attractivité, les initiatives et l'innovation aussi dans ce sens. L'action de la métropole en faveur du développement de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, elle a une certaine antériorité, on en parlait tout à l'heure, depuis sa création en 2016. Plusieurs dispositifs ont été rappelés. Quel est le cadre de réflexion qui va permettre de définir les missions de la métropole dans cette stratégie? 3 axes pour que ce soit lisible. Premier axe, sensibiliser et outiller, donc être au service des collectivités, des acteurs du territoire, en partageant des outils clés, des bonnes pratiques et en facilitant le passage à l'action des territoires. Je l'ai un petit peu indiqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une étude du métabolisme urbain ou l'élaboration du plan d'implantation de plateformes de l'économie circulaire. Les choses avancent. Un très beau travail associant des entreprises privées, publiques et des collectivités sur la commande publique ou privée, bras de levier essentiel dans l'économie circulaire et sociale et solidaire. Demain, d'autres outils seront conçus pour orienter et accompagner les acteurs du territoire, que ce soit des AAP, des AMI, des outils numériques, des mises en relation, centrales d'achat, etc. Donc je dirais qu'il y a un foisonnement d'outils, encore faut-il qu'ils soient ordonnés à une vision commune, partagée, co-construite, je le redis, mais c'est quand même ça la réalité, autrement ça n'a pas de sens. Voilà, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est prescrire et accompagner et financer. Continuer de déployer les piliers de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire dans les projets de la métropole du Grand Paris, à travers son fonds d'investissement métropolitain, à travers les fonds des projets structurants, dans ses propres réalisations. Hier, c'était la première pierre du centre olympique nautique, voilà, et qui est exemplaire en matière d'économie circulaire et également sociale et solidaire. Voilà, donc on montre l'exemple et on incite, je dirais, par les participations que l'on peut avoir à l'extérieur, à l'être également. Voilà, donc j'ai parlé de mon centre nautique olympique. Donc c'est appliqué sur des choses concrètes, là vous avez parlé ce que fait la métropole, centre olympique. Et à chaque fois qu'une ville ou un territoire vient chercher la métropole pour être aidé financièrement, eh bien c'est de pouvoir leur dire « Ok, mais comment votre projet s'inscrit-il dans la promotion
de l'économie circulaire ou sociale et solidaire. Et donc, pareil, effet levier, effet d'entraînement. Voilà. Et donc, on diffuse une culture commune et une pratique surtout commune. Voilà. Et puis, le troisième axe, donc, c'est opérationnaliser, coordonner et s'aimer, faciliter la construction de filières métropolitaines. Donc, là aussi, la mise en réseau et la question de l'échelle de nos actions est très important, à travers d'expérimentations, création de plateformes de ressources, et puis le déploiement vraiment sur nos territoires. La métropole a véritablement un rôle d'impulsion. Vous parlez de construction de filières, c'est lourd, c'est important, c'est fort. Quand vous êtes sur la création du réseau des plateformes de réemploi des matériaux du BTP, il y a des territoires qui sont exemplaires, mais qui sont à l'étroit dans leurs frontières naturelles et qui souhaitent pouvoir essaimer. D'autres territoires qui se posent la question comment faut-il faire? Eh bien, regardez comment. Voilà. Et donc, le rôle de la métropole, c'est de faciliter et de permettre ces économies d'échelle. Et puis, à un moment donné, c'est un signal fort en direction des entreprises en disant écoutez, voilà, maintenant, un chantier de construction, de démolition, eh bien, il y a des critères non négociables à respecter si vous voulez qu'on puisse progresser ensemble. Et donc, valeur de l'exemplarité et de la réplication à une échelle métropolitaine. Et puis, si d'autres veulent nous imiter, bienvenue. Okay. Alors, on voit tout ça, hein. C'est un beau programme, c'est un beau futur. Comment on fait, comment on rentre dans... Enfin, quelles vont être les étapes principales pour cette concertation, justement, pour faire de la co-construction? Qu'est-ce que vous utilisez comme méthodologie pour intégrer tout le monde, pour faire participer tout le monde? Alors, il y aura 7 ateliers qui vont se tenir entre janvier et février. Donc, vous voyez, les choses sont assez rapides, mais enfin, on a la maturité pour, portant sur des thématiques différentes. Je vais vous les donner. La gouvernance, l'aménagement, l'alimentation et les circuits courts, dynamique et attractivité des centres-villes, achat responsable, grands projets, et puis coopération et réseaux locaux. Voilà, donc ça, ce sont les 7 ateliers. Réseaux locaux, c'est de l'énergie, c'est tous les réseaux ou c'est oui, non, réseau je dirais d'entraide. D'accord, plutôt d'acteurs. Tout ce qui permet de mailler et de partager les expériences et les réflexions. Ces ateliers rassembleront donc agents, élus métropolitains, entreprises, grands groupes, fédérations, chambres consulaires, associations, je l'ai indiqué ça tout à l'heure, institutions publiques, tous les acteurs de référence, il y en a, sur ces différentes thématiques. Ensuite, il s'agira d'identifier des pistes d'action concrètes, tout en poursuivant la construction d'un écosystème métropolitain d'acteurs engagés pour de nouveaux modèles économiques durables et inclusifs. Voilà, donc nous travaillons sur la priorisation des actions et la contribution des partenaires, des territoires, des communes à la stratégie métropolitaine. Et puis, pour être encore plus concret, donc nous réunirons les maires, les présidents des territoires et tous les élus métropolitains pour partager les enseignements de ces 4 jours du Grand Paris circulaire, concrétiser cet élan politique. Et puis, une fois qu'on aura, j'espère, pendant ces 4 jours, suscité l'enthousiasme et l'émulation pour traduire toutes nos idées, eh bien, on identifiera quelles sont les pistes d'action. Et le discriminant, c'est à peu près les compétences que nous portons entre la métropole, les territoires et les villes. Elles sont fort nombreuses. Et puis, on est dans un travail très, très partenarial. Et à travers toutes les commandes que l'on peut passer, ça fait vraiment un écosystème crédible. Voilà. Vous avez parlé de priorisation, hein, de priorité d'action. Quand on fait une concertation comme ça, comment on arrive à choisir, à déterminer justement ça, les orientations premières de la stratégie? Dans la mesure où la métropole est une collectivité territoriale, en étroite association avec les territoires et les villes. Nous devons rester dans les compétences de ces différentes collectivités. Mais quand on sait que dans une mairie, on fait 40 ou 50 métiers différents, je pense que tout le monde sera servi et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, je dirais, d'une forme de censure ou d'appauvrissement ou d'atrophie, je dirais, de cette dynamique. Mais bien sûr, il faut quand même rester dans ce pourquoi nous sommes faits, mais c'est assez large. Donc je ne suis pas inquiet. Il y aura ce discriminant-là, entre guillemets, mais très honnêtement, je pense que ça ne nuira pas au foisonnement des idées. Et puis de toute manière, une idée en entraîne une autre, et même si des choses nous paraissent étrangères à nos missions, elles ont peut-être aussi des choses à nous dire et à nous inspirer. Donc c'est comme ça aussi que la fécondité des choses se produit. Tout à l'heure, Patrick Ollier parlait de communication. Vous allez un petit peu communiquer justement sur ces différentes étapes, sur justement cette fabrication de la stratégie. Oui, alors d'abord, tout ce qui va se passer pendant ces 4 jours va être présent
sur le site pendant un mois, donc on pourra reprendre toutes les interventions de ces 4 jours. Et puis il y aura aussi sur la métropole un séminaire pour concaténer tout cela, et puis au printemps une délibération solennelle sur cette stratégie de la métropole. Et à chaque fois, c'est accompagné des actions de communication qui valent. D'accord, c'est très, très clair. Merci beaucoup Xavier Lemoine, parce que là on rentre dans le dur, vraiment dans le concret de comment ça va se passer, comment vous allez construire cette stratégie. C'est important, c'est un beau projet à l'avenir, donc on souhaite le meilleur. Alors je vous propose de poursuivre nos échanges, et pour cela on va accueillir Maude Sarda, qui est cofondatrice et directrice du label Emmaüs. Maude va arriver et on va s'installer par ici. Je vous propose de rejoindre le plateau de ce côté-là. Bonjour Maude. Bonjour. Installez-vous. Merci. Alors, Maude, vous travaillez depuis longtemps dans ces domaines de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, au sein d'Emmaüs notamment, que vous avez rejoint il y a quelques années. Vous avez créé le label Emmaüs. On va y venir, vous allez nous dire de quoi il s'agit exactement. Mais alors, pour commencer, une réaction par rapport à ce qui s'est dit. Patrick Ollier et Xavier Lemoine nous ont présenté cette future stratégie de la métropole, ou en tout cas la méthodologie qui est envisagée, et puis les grands enjeux et les objectifs de cette stratégie. L'idée, c'est d'articuler, donc plus que concilier. Vous avez dit tout à l'heure, c'était réunir l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, que ça fasse véritablement un. Qu'en pensez-vous, cette articulation des deux, cette réunion? On voit bien qu'Emmaüs, finalement, depuis 70 ans, c'est ce qui est fait. Mais alors expliquez-nous la force que ça a de réunir les deux. Oui, il y a beaucoup de mots qui m'ont rassurée dans tout ce que vous avez pu dire. On est un petit peu inquiet, c'est vrai quand même, l'économie sociale et solidaire, je pense en ce moment, surtout ceux qui sont sur le pan de l'économie circulaire, parce qu'on est quand même un peu attaqué de toutes parts sur un modèle traditionnel par des marques, des distributeurs, des grandes entreprises. Alors c'est une bonne nouvelle quelque part qu'elles s'intéressent enfin à la seconde main. Malheureusement, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Souvent, on propose aux consommateurs de ramener des produits d'occasion en échange de bons pour acheter du neuf. Est-ce que vraiment on est dans une transition écologique dans ce cas-là? J'en suis pas sûre. Et surtout, ces produits d'occasion qu'avant les gens donnaient à Emmaüs, à la Croix-Rouge, au Secours populaire, au Secours catholique. Désormais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le ramener aux marques. Ça fait déjà des années qu'ils le vendent sur des plateformes de vente entre particuliers, par exemple, que je ne nommerai pas ici. Et la qualité des dons, elle a baissé quand même drastiquement. Et ça, c'est dangereux pour notre société aussi, parce que Emmaüs fait un travail d'insertion professionnelle, d'accueil, d'accompagnement de personnes en situation d'extrême exclusion et de précarité. Et je ne pense pas que ces marques, en prenant les produits d'occasion, prendront également les personnes qu'on aide au quotidien. Donc oui, ça me rassure, parce que c'est vrai que depuis 5 ans, j'ai créé la Label Emmaüs, et depuis plus de 10 ans, je suis dans le mouvement Emmaüs, je constate que les collectivités, elles sont au rendez-vous en fait. Elles sont au rendez-vous de soutenir l'ESS, historiquement, l'économie circulaire de plus en plus, et ça me rassure qu'on mêle ces deux termes, parce que pour moi, économie circulaire sans ESS, c'est pas vraiment de l'économie circulaire. En fait, la vraie économie circulaire, elle est vertueuse environnementalement parlant, socialement parlant, et elle repose aussi sur des modèles de partage de pouvoir et de partage de richesse. Et nous, on est une coopérative, et ça, on le garantit. Et les collectivités qui nous font confiance, qui investissent dans notre modèle, elles savent que ça ne partira pas vers de lointains actionnaires. Donc c'est un cercle vertueux. Emmaüs a toujours eu cet ADN en fait d'économie circulaire, récupérer des dons, des choses, et puis à la fois économie sociale et solidaire, c'est le modèle d'Emmaüs. En fait, Emmaüs a un peu inventé l'économie circulaire avant que ce terme, il y a 70 ans, très clairement, quand ça n'intéressait personne, on appelait ça les chiffonniers, les compagnons d'Emmaüs, cette économie de la récupération, de la revente. Et ce qui est formidable, c'est que pendant 70 ans, ça a assuré quand même l'accompagnement social de milliers, de dizaines de milliers de personnes sans subvention privée, très peu de subventions publiques, faut le savoir. Emmaüs s'autofinance quand même, en grande partie. Et tout ça grâce à la récupération, à la revente. Donc ça a une valeur monétaire, économique, sociale très importante, en fait, cette économie circulaire dans un mouvement comme Emmaüs.
Et alors vous avez créé aussi quelque chose, vous avez voulu rajouter une brique supplémentaire à Emmaüs pour moderniser peut-être un peu, tourner vers l'avenir Emmaüs avec le label Emmaüs. Dites-nous en quoi ça consiste et ce que ça propose exactement. Alors la coopérative Label Emmaüs, c'est un peu le prolongement en ligne de l'Emmaüs qu'on connaît, un peu tous, hein, je pense. Emmaüs, ça fait partie du patrimoine des Français. Donc Label Emmaüs, c'est déjà le prolongement de l'achat en ligne. Donc on a créé une plateforme d'achat, on appelle ça une marketplace, une place de marché, où 160 structures de l'économie sociale et solidaire mettent des produits en ligne. Qui met les produits en ligne? Ce sont des compagnons, ce sont des personnes en parcours d'insertion qu'on forme à travers cette activité au métier d'aujourd'hui et de demain. C'est très important de former aussi ces personnes à des métiers avec une valeur ajoutée, des métiers en tension actuellement sur le marché du travail. Et donc aujourd'hui, c'est 1 600 000 produits d'occasion sur tous les univers. C'est une espèce de bric-à-brac géant où vous pouvez aller faire vos achats de Noël, seconde main sous le sapin, c'est un peu notre slogan du moment. On a aussi prolongé le point de dépôt d'Emmaüs, donc vous pouvez donner en ligne des produits. Ça, c'est sur une autre plateforme qui s'appelle Tréma, et ces produits, ils vont être orientés vers la solidarité, vers des projets que vous-même vous choisissez d'ailleurs en ligne. On a créé aussi 2 plateformes logistiques. Alors là, on est dans un métier Emmaüs de logistique déjà, qui existe dans l'activité traditionnelle, mais poussé un petit peu quand même en termes de professionnalisation, de qualification des personnes, à tel point qu'on a créé donc une école aussi il y a 2 ans. Et cette école, elle est capable aujourd'hui de diplômer des personnes qui n'ont pas le bac pour la plupart, qui sont des décrocheurs. Et ils finissent avec une certification designer web au bout de 4-5 mois de cours très intensifs. Et ça, c'est quand même une équivalence bac plus 3. Donc voilà, on s'inscrit sur le champ du réemploi, évidemment, mais du réemploi par le e-commerce, par le numérique, et de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle, mais tout ça sur le web. On voit que c'est une palette complètement numérique, digitale. C'est intéressant, cette école de formation, parce qu'on se dit des personnes éloignées de l'emploi, c'est compliqué, ils vont être sur des métiers traditionnels. Et non, vous les envoyez, vous les projetez directement dans ces métiers du numérique, dans ces métiers d'avenir finalement, logistique, numérique, web, marketplace. C'est intéressant de voir Emmaüs parler. Vous avez parlé d'innovation, ça aussi, ça nous parle, parce que on n'a pas envie de se cantonner en fait à ce qu'est l'insertion par l'activité économique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les métiers traditionnels sont importants, le BTP, le service à la personne, l'entretien d'espaces verts, tout ça c'est très important et les collectivités soutiennent énormément cette activité d'insertion. Mais on peut tester d'autres choses aussi et les profils des gens ils évoluent. Et aujourd'hui il y a des personnes qui ont une vraie appétence pour le numérique, qui sont sacrément débrouillards, mais à qui il manque des codes professionnels, qui n'ont jamais vraiment travaillé ou très peu ou pas dans ces univers-là. Et les boîtes de la tech n'embauchent pas des profils différents. Il n'y a pas beaucoup de mixité dans cet univers, donc on essaie aussi de casser un peu ces codes-là. Et quand on voit que cette marketplace, on l'a créée avec des compagnons, des gens qui n'avaient jamais fait du e-commerce avant, qui ont des barrières avec l'informatique qui sont énormes, qui maîtrisent souvent mal le français. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction des clients qui est très très important. On est à 9,2 clients sur 10 qui nous recommandent à leur entourage. Franchement, il y a peu d'enseignes qui ont un tel taux de satisfaction. Donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien faire ce métier. Tout est une question d'accompagnement, en fait, d'outils adaptés et d'accompagnement voilà, de mettre un pied dans la porte pour créer des passerelles. Avant d'approfondir sur votre modèle, y compris économique, vous en avez parlé tout à l'heure sur Emmaüs, mais après on viendra sur le label Emmaüs en particulier, une réaction que vous aviez par rapport à ça, donc c'est l'économie sociale et solidaire circulaire et c'est la projection dans l'avenir, dans des métiers comme ça, des personnes éloignées de l'emploi qui sont projetées là-dedans. Qu'est-ce que ça vous... Écoutez, à titre personnel, pour moi, ce projet est exemplaire pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer. Et ça revient sur cette nécessité d'arrimer l'économie circulaire à quelque chose d'humain. Oui. C'est l'économie sociale et solidaire. L'économie circulaire, c'est fabuleux. Pour moi, c'est plus une philosophie de vie et une réflexion fondamentale sur l'usage que l'on a de la planète. Mais on peut très vite sombrer, je dirais, dans la performance technique et oublier les finalités humaines. Et en associant les deux et en les liant, eh bien, c'est un élastique de rappel en disant tout ça, oui, mais à condition que ce soit l'homme qui soit servi. Et là,
merci aux personnes qui nous ont fait venir et qui viennent illustrer profondément ce que nous essayons de porter. Alors sur le modèle économique, vous l'avez dit, autofinancement ou quoi, mais il y a des collectivités, vous avez parlé aussi des collectivités comme la métropole qui soutiennent aussi le projet. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus cet aspect-là? Oui, sur un modèle comme Label Emmaüs, où on est vraiment quand même dans beaucoup d'expérimentation, d'innovation, on a besoin de financement extérieur. On n'est pas autonome financièrement sur les premières années. Ça y est, on commence à arriver à l'équilibre au bout de 5 ans. C'est un peu un modèle de start-up en fait. Donc, c'est plutôt pas mal au bout de 5 ans. Normalement, voilà, on dit déjà quand on passe les 3 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle et être à l'équilibre au bout de 5 ans. Et puis après, l'enjeu, c'est d'avoir créé un modèle qui soit capable d'être aussi bénéficiaire et qui va pouvoir réinvestir dans l'outil de travail, puisque c'est une coopérative, donc il n'y a pas de distribution de dividendes. Et donc oui, on a été très soutenus sur ces 5 premières années par la région, par Est Ensemble, par le département du 93 où on est né, mais aussi par le département du 47 parce qu'on est désormais dans Lot-et-Garonne et par la région Nouvelle-Aquitaine. Normalement l'année prochaine, on va aussi se développer dans le Tarn, donc on sera soutenu par aussi la région Occitanie. Voilà, donc c'est vrai que les collectivités sont vraiment au rendez-vous et nous soutiennent sur les axes de réemploi, sur les axes de formation professionnelle. On coche pas mal de cases dans ce qu'elles veulent aussi soutenir et le numérique, évidemment, en fait partie. Et donc tous nos projets sont nés vraiment grâce au soutien des collectivités. Et vous avez parlé de différents territoires, ça veut dire que vous vous étendez petit à petit sur toute la France avec des entrepôts, cette école de formation. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se développer encore? Oui, alors autant l'école peut avoir un modèle téléprésentiel, on peut faire beaucoup d'essaimages à distance. En revanche, les entrepôts logistiques, ils sont bien réels, ils sont vraiment ancrés sur les territoires. Et on propose un modèle d'entrepôt très vertueux par rapport à ce qui peut se pratiquer dans le e-commerce en général. Donc, dans le 93, pour vous donner un exemple précis, on récupère les livres, des surplus de livres en fait, qui n'arrivent pas à être écoulés dans les points de vente physiques, dans les Emmaüs, les ressourceries. Donc déjà, on récupère ce que des acteurs du réemploi finissent par jeter parce que ça ne se vend pas localement. Et dans ces livres, on arrive quand même à sauver 1 livre sur 2 du recyclage grâce à la vente en ligne. Évidemment, la zone de chalandise est bien plus importante avec la vente en ligne. Ensuite, on fait du transport très vertueux puisqu'on est 7 fois moins impactant en carbone qu'un magasin physique qui vendrait les mêmes produits. C'est quelquefois une fausse idée que le e-commerce peut être pire que le physique et ça, chiffre à l'appui, on l'a prouvé. Et ensuite, on crée des postes en insertion, vraiment d'opérateurs e-commerce sur cette activité. Donc sur des métiers en tension. Voilà. Donc sur un territoire, on est vraiment en circuit court. On va récupérer des produits qui finissent à la benne sinon. On le vend en ligne et on forme des personnes à des métiers de demain. Donc ça, c'est sûr que les collectivités, ce sont des projets qui leur plaisent, évidemment, puisqu'elles vont dans le sens de ce qu'elles essaient de défendre pour les populations locales. J'ai une petite question de curiosité. Comment s'est pris justement toute cette modernisation, ce passage au e-commerce, quelque part, ou en ligne, au niveau de la culture d'Emmaüs et des gens, des uns et des autres, des compagnons? Comment ils prennent ces évolutions? C'est une longue conduite du changement, c'est pas simple tous les jours, comme n'importe quelle conduite du changement dans n'importe quelle grande institution, grande entreprise. Il y a des personnes qui sont très réfractaires et qui, je pense, ne bougeront pas. D'autres qui, au bout de 5 ans, ont bien vu que nous n'avons fermé aucun magasin physique, que nous n'avons pas brisé le travail des compagnons traditionnels et qu'au contraire, nous sommes un relais de croissance, nous sommes complémentaires des points de vente physiques. Et puis après, je dirais que quand même, il y a la majorité que ça botte, un projet comme ça. Et pour des compagnons qui ont une appétence pour le digital, c'est formidable pour eux. Ils font 5 métiers en un. Ils prennent des photos de produits, ils rédigent des annonces sur un back-office informatique, ils conditionnent les colis, ils s'occupent du service client. En fait, ils gèrent leur petite boutique en ligne. Et alors qu'avant, peut-être qu'ils étaient au tri des chaussures, sur le camion pour les ramasses. Voilà, c'est pas tout à fait l'univers auquel ils aspiraient. Donc, il faut coller à la réalité des gens. Surtout, c'est ça qui compte. C'est que les personnes qu'on accueille chez nous, on crée des vraies chances de rebondir par la suite.
Une réaction justement sur ce modèle donc, qui est quand même assez innovant, qui est un peu phare quoi, c'est ce type de projet que vous avez envie d'accompagner ou que vous accompagnez au sein de la métropole dans cet axe économie circulaire et économie sociale et solidaire. Ça correspond parfaitement à la philosophie qui sous-tend notre réflexion et notre action. Et voilà. Alors après, est-ce qu'on pourra dupliquer à l'identique? Non, mais dans la philosophie, elle est très inspirante pour bien d'autres filières et bien d'autres nécessités d'insertion et de concilier la sobriété vis-à-vis de ce que nous utilisons et cette finalité humaine qui trop souvent, qu'à un moment donné, on soit obligé de dire économie circulaire. Pourquoi? Elle était comment avant l'économie? Économie sociale et solidaire. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle est comment avant? Bon, donc il y a un malaise. Donc si on est obligé de renommer les choses, c'est qu'à un moment donné, on s'est peut-être éloigné d'un certain nombre de finalités qui ont porté l'humanité pendant un certain nombre de temps. Il y a un emballement, bon, souhaite. Et là, on se dit, bon, posons-nous. Comment peut-on faire? Quelle est la réalité de nos territoires? Comment on réancre nos territoires? Comment on réancre nos habitants? Et comment on redonne du sens. Et voilà. Et tout ça, me semble-t-il, est vraiment... il y a un monde en émergence, il y a des ponts avancés, tels que celui qui nous a été détaillé ce matin et qui, pour moi, est exemplaire. Et puis, derrière, il y a le monde plus figé, plus institutionnel, plus je dirais, dans ses certitudes et ses habitudes, qui se dit, ouais, il y a peut-être autre chose qui se passe ailleurs. Et ça, je pense que c'est... le mérite de la métropole et du président d'avoir bien vu que quelque part il se crée quelque chose et qu'on n'a pas le droit de ne pas l'encourager, on n'a pas le droit de ne pas y participer. D'anticiper, de se projeter un petit peu plus et de en avant. promouvoir et de pousser. Et Madame a rappelé combien les collectivités locales dans un certain nombre d'endroits étaient moteurs, c'est leur rôle et nous sommes pleinement dans notre rôle à vouloir, je dirais, outiller tout cela et harmoniser et relier tout cela au niveau de l'échelle métropolitaine, 131 communes, 12 territoires, 7,5 millions d'habitants. C'est vraiment une échelle fantastique pour cela. Un beau potentiel. Et on voit que c'est aller jusqu'au détail près, hein, parce que tout à l'heure vous avez dit même sur la circulation, enfin sur comment on apporte les objets une fois que c'est commandé, on fait attention, stratégie bas carbone. Il y a tout, en fait, c'est une facette complète, c'est à 360 degrés, quoi. Il faut voir tous les aspects de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire dans le projet. Tout à fait. Et la gouvernance était un pilier important. Parce que j'ai du mal à croire que dans un modèle basé sur un actionnariat classique, avec une financiarisation poussée à l'extrême, en plus sur Internet, on voit des modèles qui sont déments. Celui d'Amazon est dément, voilà, c'est un tel enrichissement personnel de quelques-uns. C'est plus tenable en fait, on ne peut pas supporter ça, qu'on soit citoyen, acheteur, salarié. Je crois qu'aujourd'hui on a un besoin de cohérence quand même et de sens à tout niveau de notre vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, etc. Donc nous aussi on défend un contre-modèle total en termes de répartition du pouvoir, de la richesse. C'est 1000 sociétaires, Label Emmaüs. C'est aussi bien des structures morales qui vendent sur Label Emmaüs, c'est aussi bien des Emmaüs, des Croix-Rouges, des ressourceries. On est largement ouvert à toute l'ESS. Il n'y a pas de guerre de chapelle chez nous, on se mutualise, on est solidaires face aux géants du e-commerce qui sont face à nous. Mais c'est aussi des personnes physiques, des citoyens. N'importe qui peut prendre une part de Label Emmaüs à partir de 20 €, c'est très accessible, mais personne n'aura plus de pouvoir que quelqu'un d'autre. Moi j'ai une voix, Emmaüs Angoulême a une voix, et puis n'importe quelle personne qui prendra une part aura une voix. Et on est tous ensemble en assemblée générale et on décide des orientations. Ça aussi c'est beau en fait comme message, c'est porteur d'espoir je pense. L'économie peut aussi être basée sur ce type de fonctionnement et il n'y a pas que des dirigeants avides d'argent et de pouvoir. La gouvernance, c'est aussi quelque chose, puisque tout à l'heure, on parlait de la stratégie. C'est le premier atelier. Voilà, exactement. C'est la co-construction, hein, c'est d'être participatif, de faire participer tout le monde, tous les acteurs. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est quelque chose de très, très important dans votre stratégie, dans la future stratégie. D'autant que la diversité des acteurs ont leur propre gouvernance chacun, qui est ce qu'elle est, avec les pesanteurs et les habitudes. Et donc, c'est le premier atelier, gouvernance.
qui a lieu tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Super. Et est-ce que, alors bon, on a entendu tous les projets de la métropole dans ce domaine. Si vous aviez un souhait, un vœu à faire part à la métropole pour le futur et pour cette co-construction? Oui, alors c'est un grand levier de développement, c'est l'immobilier, c'est trouver des parcs immobiliers. Alors peut-être d'essayer de fédérer des acteurs sur cette thématique pour faire sortir de terre des projets. Il manque vraiment des pôles économie sociale et solidaire, des pôles économie circulaire, mais avec une dimension ESS très forte, et pas que des bureaux, mais aussi vraiment des entrepôts logistiques, des lieux où, parce que tout de suite, c'est très très coûteux ce type de surface. Il faut de la hauteur sous le plafond, il faut beaucoup de mètres carrés, il faut aussi des équipements très poussés. Donc voilà, ça c'est un levier très très important sur lequel les collectivités nous aident, mais je pense qu'il manque vraiment des pôles logistiques pour l'ESS sur l'économie circulaire pour se développer dans les années qui viennent. Le levier du foncier, les pôles. On se mobilise déjà sur les plateformes de réemploi des matériaux de construction, et je vois qu'il y a aussi une autre nécessité sur des entrepôts logistiques au regard de ce que vous venez de développer. Voilà, première suggestion de cette stratégie métropolitaine. Voilà, ça va être la première suggestion pour démarrer pour ces 4 cette jours. grande phase. Merci beaucoup Maud Sarda pour toutes ces explications sur votre modèle et les projets au sein du label Emmaüs. Merci Xavier Lemoine pour cette présentation de ce que sera, ou en tout cas des premières lignes de cette stratégie d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire de la métropole qui va se co-construire et dès cet après-midi avec les ateliers participatifs. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séquence d'ouverture. Alors on vous souhaite une bonne semaine avec tout ce qui est prévu. Donc le programme est chargé, je vous l'ai dit, des conférences, des débats, des témoignages et ça commence donc dès cet après-midi avec les ateliers participatifs. On vous souhaite une bonne semaine avec tous ces échanges, ces conférences et ces témoignages qu'on vous souhaite très riches et stimulants et inspirants.